Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Cap Créa dédiée à la création d'entreprises. Nous allons passer environ 1h15 ensemble en interaction avec des experts qui vont nous donner des clés très pratiques pour répondre à la question du rôle du conseiller face à la digitalisation croissante des pratiques. Parmi ces experts, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Rouillet, chef du pôle transformation numérique des TPE-PME auprès de la Direction générale des entreprises, Christine Balaguet, qui est professeure et titulaire de la chaire Good in Tech à l'Institut Mines Télécom, Fanny Jérôme nous parlera également pour la Direction générale adjointe de France Active, Mathias Avignon, directeur des opérations Île-de-France de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, et enfin Patrick Brun, conseiller formateur auprès de la BGE Picardie. Alors, je suis très heureuse de vous compter parmi nous à cet atelier, autour duquel nous allons, avec nos intervenants, essayer de vous donner des pistes concrètes autour de 3 enjeux majeurs. Le premier est comment capter plus d'entrepreneurs via les outils digitaux. En effet, plusieurs études mettent en avant le fait qu'à ce jour, c'est une minorité d'entrepreneurs qui s'adressent au réseau de soutien à la création d'entreprises. Il apparaît donc important pour un réseau d'aide à la création de se faire connaître plus largement et d'élargir sa communauté. Le deuxième enjeu consiste à identifier les méthodes et les outils qui permettent de mieux accompagner les entrepreneurs via le digital. Ces outils sont très variés, aux objectifs complémentaires et permettent de faciliter les usages et les échanges entre le conseiller et le créateur. Et enfin, le troisième enjeu est de faciliter l'organisation interne des structures, puisque digitaliser le parcours entrepreneur requiert effectivement des méthodes différentes d'un schéma classique. Donc, nous aborderons ces différents sujets, mais avant, nous avons une petite question à vous poser et je vous invite à vous qui êtes derrière, chacun derrière vos écrans, à répondre à une question klaxoon. Vous allez avoir un petit sur votre écran un QR code et un code qui va vous permettre de répondre à la question quel niveau pensez-vous avoir dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc l'écran va apparaître, il vous suffit d'aller sur le site klaxoon.com, d'entrer le code qui est sur votre écran ou de scanner le QR code et tout simplement de vous identifier avec un pseudo et de répondre à la question. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pouvoir répondre à cette question. Alors Christine, je vais vous faire intervenir. Christine Balaguet, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, il apparaît que seulement 20% des entrepreneurs sont accompagnés. Comment rassembler plus d'entrepreneurs auprès des réseaux, on va dire, aidants via les outils numériques? Quels réseaux sociaux aussi privilégiés? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce point? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Christine Balaguet, je suis professeure à l'Institut Mines Télécom Business School et j'ai créé plusieurs chaires où on travaille sur cette question des réseaux sociaux et de l'efficacité de ces réseaux sociaux. Alors, je dirais c'est très intéressant pour les entrepreneurs parce que ce sont des réseaux qui peuvent être très efficaces en termes de visibilité et de communication, mais qu'il faut savoir utiliser. Donc là, les résultats montrent que 84% des répondants pensent avoir une connaissance, une expertise moyenne sur le sujet, 11% experts. Donc, je crois que tout le monde quasiment les connaît aujourd'hui, très peu de débutants. Et je suggère en fait 6 recommandations dans l'usage de ces réseaux. Euh, premier élément majeur qu'il faut décider, c'est évidemment quel type de réseau utiliser. Donc, on sait qu'il y a plusieurs réseaux, il y a Facebook, il y a Twitter, mais aujourd'hui, bien sûr, Instagram, il y a aussi TikTok. Et donc, on va sélectionner le réseau en fonction de la cible que l'on a, que ce soit des jeunes, où on va utiliser plutôt TikTok ou Instagram des ados, ou Facebook et Twitter sur une population plus large. Donc ça, c'est relativement simple, évidemment. On peut regarder aussi les cibles au niveau international. Il est clair qu'en Chine, on n'utilise pas les réseaux sociaux traditionnels. Il y a des réseaux spécifiques, par exemple, comme Baidu. Deuxième recommandation, qui est quasi jamais effectuée, c'est de se fixer une stratégie. Et donc, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, on peut les utiliser à, je dirais, plusieurs objectifs. On peut faire de la communication.
Donc là, on peut faire des campagnes de communication, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais on peut aussi avoir un deuxième objectif qui est de gérer la relation client. Et si on a cette stratégie de relation client, eh bien, on aura un déroulement de la stratégie très différente de celle de communiquer. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour faire du lobbying. Vous savez que sur Twitter, il y a énormément de journalistes, il y a beaucoup également d'hommes et de femmes politiques, hein, et donc on peut utiliser Twitter pour faire du lobbying. Et enfin, on peut utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire de l'innovation, notamment quand on est entrepreneur, quand on n'a pas beaucoup de moyens. On peut récolter des idées de nouveaux produits, voire faire tester des solutions en utilisant les réseaux sociaux. Donc, on oublie souvent hein, que les réseaux, ça n'est pas uniquement, ça ne sont pas uniquement des outils de communication. Alors, je reviens quand même maintenant sur la communication, qui est la stratégie la plus souvent utilisée. Et donc là, pour être efficace, hein, eh bien, il y a plusieurs éléments, en particulier 3 qu'on doit mettre en place. Le premier élément, c'est de se créer un réseau. C'est-à-dire, on a beau faire une page Facebook, on a beau aller sur Twitter, eh bien, on doit d'abord se créer un réseau, et ce réseau, eh bien, il doit être un réseau d'influenceurs. Il ne faut pas confondre sur les réseaux sociaux l'audience et l'influence. L'audience, j'ai beau avoir 18 millions de followers sur Twitter, eh bien, c'est pas parce que j'ai 18 millions de followers que je vais avoir une stratégie efficace. Une stratégie efficace, c'est lorsque j'ai à la fois pas mal de followers, mais des followers qui vont réagir au contenu que je poste. Donc, c'est ce qu'on appelle l'engagement sur les réseaux. On doit avoir des followers sur Twitter ou des fans sur Facebook qui réagissent au contenu que je mets. Il vaut mieux en avoir moins, mais des gens qui réagissent, donc qui soient engagés. Donc, il faut créer ce réseau. La création de ces réseaux, on pourrait y revenir, mais il y a plusieurs manières de le faire. Deuxième élément, toujours en efficacité publicitaire, évidemment, il faut choisir le bon contenu. Et là, j'ajoute dans les réseaux, évidemment, YouTube, hein, qui est aussi un réseau social, hein, très important qu'il ne faut pas oublier pour diffuser des contenus à partir de vidéos. On sait très bien qu'on est dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'ère de la post-vérité. La post-vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, les individus réagissent principalement, pour résumer, à 2 critères. Des opinions, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ça pose d'autres problèmes, mais des opinions et des émotions fortes. Donc si on crée un contenu qui ne possède ni opinion forte, ni émotion forte, eh bien, ce contenu générera peu d'engagement et on le sait très bien aujourd'hui. Donc, on sait à peu près les ingrédients, hein, on peut détailler derrière tout ça, mais on connaît les ingrédients pour créer un contenu qui va être diffusé de manière virale, puisque c'est ce qu'on essaie d'avoir dans un réseau social. Et puis ensuite, dernier élément, c'est la mesure de l'efficacité. On ne peut pas avoir de stratégie sur les réseaux sociaux sans se fixer des objectifs, y compris quantitatifs. Qu'est-ce que j'attends de ces réseaux en termes de visibilité, en termes, par exemple, de taux de conversion entre Facebook et le site web, ou bien sûr en termes plus classiques de reach. Donc, ces mesures d'efficacité sont souvent fournies par les réseaux sociaux eux-mêmes, mais il y a également tout un tas de solutions aujourd'hui, et on en a développé à l'Institut Mines Télécom, pour aller beaucoup plus loin, à savoir regarder l'effet du sentiment des posts. Hein, donc, évidemment, est-ce que les gens réagissent plus négativement ou positivement au contenu des posts? Et on peut aussi avoir ce que l'on appelle la diffusion sur plusieurs niveaux des posts. Donc, on peut avoir un retour qui est un retour fait de KPI par Facebook, par Twitter, par tous les réseaux sociaux. Hein, ça s'appelle Facebook Insight, par exemple, sur Facebook. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la mesure d'efficacité des réseaux sociaux. Et cette mesure d'efficacité, pour terminer, elle permet de réadapter les campagnes suivantes, puisqu'on va adapter eh bien, les prochaines campagnes par rapport aux campagnes précédentes. Voilà.
Une grosse partie aujourd'hui, je terminerai par ça, repose sur de l'achat direct de publicité programmatique. Et donc, tout l'intérêt aussi de ces réseaux, c'est d'avoir la capacité de filtrer de manière très fine des cibles et de pouvoir donc envoyer des publicités sur les murs des individus, dans leurs murs privés également, en fonction du ciblage publicitaire, avec une efficacité qui peut être importante. Le seul point plus récent d'interrogation, c'est que vous savez que se diffusent aussi beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. L'élection présidentielle américaine a été l'explosion de fake news dans tous les sens. Et donc se posent aussi des questions d'éthique, c'est-à-dire certaines marques se retrouvent aujourd'hui au milieu de contenus qui sont faux diffusés sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est un sujet majeur en cours qui n'est pas encore réglé, sur lequel on travaille, mais voilà, auquel il faut quand même être vigilant. Ces différentes, merci beaucoup Christine, ces différentes méthodes sont accessibles avec on va dire, avec une montée en compétences progressive à des personnes qui sont d'un niveau moyen. C'est-à-dire il faut aussi bien se dire que tant qu'on n'y met pas les mains sur les réseaux sociaux, on ne progressera pas. Donc il faut utiliser les réseaux sociaux et progresser au fil du temps. Merci beaucoup Christine pour ces éclairages. Pour poursuivre, on va dire, sur le deuxième enjeu qui nous occupe, comment accompagner efficacement les entrepreneurs grâce au digital, parce qu'il y a pléthore d'outils, de dispositifs et de méthodes qui peuvent être mises en place. Je fais appel pour nous donner quelques clés à Bénédicte Rouillet de la DGE. Vous êtes experte, Bénédicte, de la transition digitale des PME, et à ce titre, votre expérience est vraiment intéressante puisque vous abordez au quotidien avec les entrepreneurs les questions de digitalisation des entreprises, mais aussi de leurs projets digitaux. Alors, on va découper votre intervention à deux niveaux. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos retours d'expérience et votre expertise sur notamment tous les aspects méthodologiques d'accompagnement via le digital? Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc effectivement, à la DGE, je suis en charge de l'initiative France Num, qui est en fait l'initiative qui coordonne les acteurs de la transformation numérique des TPE-PME. Alors, les acteurs institutionnels, ça va être les représentants des entreprises, ça va être les acteurs du numérique, puisque c'est toutes les entreprises du numérique qui peuvent aider les autres entreprises à passer au numérique. Alors, la caractéristique de France Num, c'est que notre cœur de cible, c'est pas les créateurs d'entreprises, ça va vraiment être les TPE-PME qui ont une activité, et on a beaucoup donc de TPE-PME qui ont une activité installée, mais pour qui monter la marge du numérique, c'est un très gros effort. Donc on s'est effectivement interrogé et on réunit un certain nombre d'outils pour les aider. Si on revient sur ce qui a été dit précédemment, du point de vue des réseaux sociaux, moi les chiffres que j'ai, alors c'est qu'on est très en retard en France en fait sur la présence des TPE-PME sur les réseaux sociaux par rapport aux pays du Nord. En général, on est toujours très en retard par rapport aux pays du Nord, et les particuliers aussi sont dans les chiffres, en tout cas de la Commission européenne, dans les usages. En fait, les Français sont plutôt en avance dans l'utilisation des services bancaires, mais plutôt en retard dans l'utilisation des réseaux sociaux, pour un petit peu donner les caractéristiques. Et donc les TPE-PME, c'est du 30-40% qui sont sur les réseaux sociaux. On est dans quelque chose de cet ordre-là pour revenir là-dessus. Alors si je complète avec la question sur la méthode pour amener ces entreprises au numérique, en fait la méthode, ça va être de les rejoindre là où sont leurs besoins. Sur la fracture numérique des particuliers ou sur cette utilisation du numérique dans l'activité d'une entreprise, je pense qu'on est souvent pénalisé avec trop d'injonctions au numérique. On va dire il faut utiliser le numérique parce qu'il faut utiliser le numérique. Mais en fait, les entreprises,
Ça peut être pareil pour les particuliers, surtout ceux en fait qui ne sont pas passionnés par le numérique. Il faut savoir que souvent on a une idée un petit peu faussée parce que nous on va être sur les réseaux sociaux, on va dialoguer avec des gens, on va utiliser un jargon sur le numérique. Peut-être que ça nous intéresse, que ça nous plaît, que ça nous distrait, mais en fait la masse qui doit aller au numérique, c'est des gens pour qui s'intéressent au numérique dans la mesure où c'est efficace. Donc il faut les rejoindre là où sont leurs besoins. Ça va être des besoins de gain de temps, de rationalisation dans la gestion, de gestion des clients, de prospection, d'innovation de produits, etc. Donc la première règle et la première méthode, c'est de rejoindre les entreprises là où sont leurs besoins et de commencer petit par des petits pas. On ne peut pas uniquement leur dire allez-y parce que vous allez gagner plein d'argent, ça suffit pas. Donc en fait, il faut aussi les accompagner dans l'action. Dans ce cadre-là, d'ailleurs avec BPI France, on est en train de mettre en place dans le cadre du plan de relance un programme de formation-action ou d'accompagnement-action en fait pour accompagner ces petites entreprises très concrètement à passer à l'action. Alors pour bien connaître les besoins des TPE-PME, on a fait une étude qu'on trouve sur le site de France Num sur les besoins des TPE où on a segmenté les TPE selon 2 axes, pas uniquement leur axe de maturité numérique, mais aussi aussi une dimension maturité de projet et envie de développer des projets, parce que ce sera plus facile aussi d'amener au numérique quelqu'un qui a envie de développer des projets. Et j'arrête un petit peu parce que j'en dis peut-être trop. Dites-moi. Alexandra, non. Justement, je vous disais que l'aptitude, effectivement, des TPE, PME en interne à pouvoir commencer et à intégrer ces premiers projets, c'est important, effectivement important aussi. Voilà, donc en fait, on a fait… Oui, pardon. Allez-y. Alors, donc en fait, on a fait une segmentation des TPE, PME selon ces 2 axes, en fait, maturité numérique et développement de projet. Et on a identifié 3 segments prioritaires à accompagner qui sont des TPE, PME qui sont prudentes, ensuite des TPE, PME qui sont demandeuses et ensuite des TPE, PME qui sont réceptives. Et ce sont pas forcément les mêmes leviers et les mêmes types d'accompagnement selon le profil des TPE. Il y a des choses communes, c'est qu'elles sont toutes en manque de temps. En revanche, ce qui est très très important, c'est de savoir que par exemple, dans les prudentes, il y a un taux assez important, je crois que c'est quasi 50%, qui aujourd'hui n'est pas encore convaincu des bénéfices du numérique pour l'entreprise. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a un investissement collectif à faire qui est de démonstration des bénéfices du numérique, parce qu'en fait, c'est la réalité qu'on subit tous aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est potentiellement autant de pertes de temps que de gains de temps. Et donc, il y a un enjeu de démonstration et de choix du numérique et d'adaptation du numérique par rapport aux besoins. Sur les grands axes un petit peu de la méthode et les orientations, je dirais aussi que les accompagnants des TPE, PME doivent être des passeurs. Et il faut faire extrêmement attention au jargon du numérique. Pareil, nous, notre public, ça va être ces TPE, PME qui sont éloignées du numérique. Alors, elles sont éloignées du numérique, mais elles ont toutes un smartphone et ce sont quand même forcément des petites entreprises qui sont énormément dans la communication. C'est pas des gens qui sont pas dans la communication. Ils ont tous un téléphone, un smartphone, ils prennent des rendez-vous, etc. Donc ils ont besoin d'outils d'organisation, de rationalisation, de valoriser ce qu'ils font. Et je crois que quand on veut les accompagner, il faut faire attention à tout ce jargon et ces anglicismes qui viennent du marketing, etc., qui est quand même un peu violent et qui n'est pas toujours indispensable. Enfin, moi, je me pose la question. Là, on parle partout du click and collect, très bien. Mais en gros, le retrait en magasin. Enfin voilà, en fait, je paye en ligne et je vais retirer ma commande en magasin. On peut dire le click and collect, mais je trouve ça gênant de plus être capable de dire qu'il s'agit d'aller retirer sa commande en magasin. Donc, je pense qu'il faut savoir jouer sur ces 2 registres de vocabulaire pour faire des ponts entre ces 2 registres de vocabulaire. Ça me semble quelque chose d'extrêmement important en termes de méthode. Merci Bénédicte. Donc on voit l'accompagnement est vraiment personnalisé et vraiment extrêmement important. On va revenir tout à l'heure ensemble sur les outils justement que vous identifiez pour accompagner les entreprises sur leurs projets digitaux. Je voudrais faire intervenir Fanny Jérôme. Quelle est votre réaction par rapport
à justement cet accompagnement et les outils que vous pouvez justement utiliser ou mettre en avant dans vos différents projets d'accompagnement. Je vous entends pas, Fanny. Voilà. Je vous entends pas du tout. Alors la régie, est-ce qu'on peut aider Fanny de France Active, Fanny Jérôme? Alors, on va essayer de régler le problème. Fanny, je vais passer la parole à Mathias. Oui. Mathias, par rapport justement aux différents outils d'accompagnement des entrepreneurs via le digital, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et comment vous fonctionnez sur le réseau ADI? Tout à fait. C'est vrai, comme le disaient les précédents intervenants, le digital, c'est une réalité avec laquelle on doit compter désormais. Donc c'est important pour nous, en tant que réseau d'accompagnement, de pouvoir se mettre entre guillemets au digital, même si ça fait longtemps qu'on s'y est mis, mais surtout de s'en servir pour toucher de plus en plus d'entrepreneurs. Parce que comme vous le disiez, je crois en introduction, aujourd'hui on constate qu'il y a assez peu d'entrepreneurs qui sont accompagnés par les réseaux, et donc voilà, le digital peut être un moyen de mieux les toucher. Et donc en termes d'outils, rapidement, ce que je peux présenter pour l'ADI, donc qui intervient principalement à destination des micro-entrepreneurs. On a deux outils principaux. Le premier, c'est un chatbot. Alors, je suis désolé de l'anglicisme, je le connais, je sais pas comment ça s'appelle en français. On appelle ça, c'est voilà la petite fenêtre qui s'ouvre quand on est sur un site internet et un robot entre guillemets qui discute avec nous. Voilà, ça peut paraître un gadget, mais aujourd'hui, c'est quand même 10 à 15% des personnes qui sollicitent l'ADI qui passent via ce petit outil, et ça leur permet principalement de leur poser des questions et pour nous de gagner du temps puisqu'on a déjà leur projet assez détaillé. C'est un petit agent virtuel. Pardon ? C'est un petit agent virtuel qui vous aide sur vos différents sites. Exactement, c'est ça, oui. Un agent virtuel. Et puis le deuxième outil qu'on utilise, c'est un outil qui est assez récent. Ça fait 3 mois que ça a été lancé. Le confinement nous a permis d'accélérer un peu dessus. C'est une plateforme qui s'appelle Je construis mon projet. Donc c'est pareil, c'est une plateforme qui est complètement en ligne, sur lequel n'importe quel entrepreneur peut, au rythme qui lui convient, saisir des informations, réfléchir à son projet. Le but étant de l'accompagner à la création d'un business plan. Donc il y a tout un format, des questions sur son profil, sur le chiffrage du projet, sur le statut à choisir. Tout ça se fait en ligne de manière un petit peu automatique. Donc l'intérêt pour nous, c'est que pareil, on reçoit des porteurs de projets qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà avancé leur projet. Et puis évidemment, l'intérêt pour les porteurs, eux, ça leur permet de mieux qualifier leur projet. Et grâce à l'intérêt du digital, ça permet de le faire un peu à leur rythme quand ils veulent. Ils peuvent commencer, revenir dessus au rythme qui leur convient. Donc ces deux outils-là, pour nous, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de toucher des entrepreneurs qu'on n'aurait pas touchés autrement grâce au digital. D'accord, merci Mathias pour ces petits outils et ces astuces qui finalement apportent des vrais résultats concrets par rapport à cet objectif d'étendre la communauté des entrepreneurs qui sont aidés. Patrick Brun, je fais appel à vous ici sur le même sujet en tant que justement la BGE, conseiller formateur auprès de la BGE. Quels outils ou quelles méthodologies vous mettez en avant pour capter et pour accompagner les créateurs d'entreprises? Alors, bien sûr, l'outil utilisé va être important de par sa conception, son contenu, son ergonomie, mais c'est aussi une question d'esprit et de démarche qui va vraiment avec, puisque la BGE a investi dans le digital il y a déjà près de 10 ans. Et là, les retours d'expérience justement qui sont liés au confinement, la multiplication des interventions qu'on a passées en distanciel nous ont conforté dans un choix d'accompagner en permanence l'entrepreneur ou futur entrepreneur dans le digital. Donc, pour les accompagner efficacement, il y a un outil qui s'appelle le bureau virtuel qu'on a mis en place et où les entrepreneurs, futurs entrepreneurs, vont y trouver
toute la documentation, des espaces de réseau, des outils d'accompagnement à la création, notamment ce qu'on appelle le BGE Pro, qui va leur permettre, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, hein, de simuler leur projet jusqu'à la création de leur business plan. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 futurs entrepreneurs qui sont connectés chaque année et qui réalisent à peu près 30 000 business plans par an. Alors justement, on sait que le distanciel peut faire peur justement et qu'il y a des freins par rapport à ça. On le constate, hein, c'est un fait que sur les plateformes, les MOOC, les webinaires, en fait, ils ont assez peu d'impact quand ils sont utilisés tout seuls. Et du coup, la BGE privilégie les contacts synchrones, comme on est en train de le faire hein, en ce moment, on parle en direct. On va s'assurer de la capacité, de la compétence et de l'expérience des personnes face au digital, puisqu'il faut quand même appréhender le digital. Et ça va permettre à chaque conseiller ainsi d'adapter ses méthodes et ses pratiques pédagogiques. Alors, il en est de même pour tout ce qui est formation, hein, bien évidemment. L'idée, c'est, malgré le digital et ce que les gens peuvent faire via le digital, on laisse pas les gens face à un ordinateur tout seul. Donc chacun va utiliser ses outils, le bureau virtuel, va créer son business plan, va aller chercher toute la documentation nécessaire, va se former avec les outils numériques qui sont mis en place, mais toujours tutoré par un conseiller de la BGE. Et le conseiller va suivre justement ce porteur de projet, hein, ou futur porteur comme on dit, puisqu'on accompagne avant, pendant et après la création. Et il va justement faire les propositions les plus adéquates des outils numériques qui sont proposés par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il a fait sur le bureau virtuel, par rapport à tous ses objectifs. Si on veut résumer pour finir, pour accompagner efficacement les entrepreneurs, il y a la mise à disposition de ce bureau virtuel que les gens vont s'approprier. Ils vont avoir une feuille de route, un carnet de bord, des espaces de dialogue. Ils vont simuler les différentes possibilités qu'il aurait offertes en création d'entreprise, mais toujours avec ce suivi et cet accompagnement par un conseiller pour être sûr que l'entrepreneur soit mis en mouvement. Il faut le mettre dans l'action. C'est-à-dire que le digital pur, les outils purs ont tendance à bien informer, à bien mettre à disposition tout un tas de documents, mais on perd des fois un petit peu cette dynamique de l'entrepreneuriat, cette mise en mouvement. Donc c'est pour ça que à côté des outils qui sont mis en place, il y a toujours une connexion avec un conseiller BGE, la mise en place de réunions collectives, individuelles, et tout ça au format digital évidemment. Très Voilà. bien, bon, merci beaucoup Patrick. C'est également un retour d'expérience intéressant. Fanny, je pense qu'on vous a retrouvé, Fanny Jérôme, directrice générale de France Active. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien non, moi je ne vous entends toujours pas. Non. Non, je vous vois faire un signe de tête, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je vais vous laisser voir avec la régie pour voir si on peut trouver une solution. Bénédicte, je reviens vers vous par rapport justement à la deuxième séquence de votre explication de tout à l'heure en faisant un focus sur les outils. Vous nous avez parlé de la méthodologie et de la façon effectivement d'accompagner les différents créateurs d'entreprises. Sur les outils, par rapport à ce que les différents interlocuteurs ont dit jusqu'à présent, vous avez vous-même des outils à mettre en avant, à conseiller sur le digital? Et oui, donc je vais compléter et poursuivre sur l'intervention donc de Patrick Brun du réseau BGE, si je ne me suis pas perdue. Donc en tout cas pour dire que le besoin d'accompagnement, il est effectivement énorme. Donc sur le site France Num, en fait, on référence énormément d'outils de tous nos partenaires. Et j'ai envie de dire, ces outils, aujourd'hui, en tout cas, c'est probablement encore plus à mettre entre les mains de notre réseau, qu'on appelle les activateurs France Num, donc ce sont à la fois des conseillers publics, des conseillers financiers, des consultants privés, des offreurs de solutions. On en a 2000 qui sont référencés aujourd'hui, et donc on leur présente un certain nombre d'outils pour, en quelque sorte, qu'ils jouent ce rôle de passeur
vers les petites entreprises. Alors, je peux en sélectionner quelques-uns pour vous. On a par exemple tout un ensemble de diagnostics numériques qu'on décrit sur le site de France Num. Il y a par exemple un diagnostic numérique du MEDEF, évaluer en 10 minutes votre maturité numérique. On a aussi celui de CMA France, on a aussi celui de l'AFNIC avec réussiren.fr, et on en a plein d'autres qui vont être plus spécialisés, plus sectoriels. Donc ça, ce sont des outils. On a aussi un autre outil, c'est des contenus, on va dire, c'est des contenus outils qui, à mon avis, sont pas suffisamment valorisés, relayés aujourd'hui. J'imagine qu'avec vous et toutes les personnes qui sont autour de la table, il y a certainement des choses à faire, qui sont en fait des vidéos de témoignages de petites entreprises qui sont passées au numérique et qui vont justement faire cet effort de démonstration et d'explication de en quoi le numérique leur a servi par rapport à leur activité. Et on va être vraiment ce sera pas une démonstration du numérique, on sera vraiment dans la description d'une activité très précise d'une entreprise, et ça me semble être quelque chose d'intéressant. On a aussi en fait une chronique radio 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, sur la radio web de French Web, où là, on fait à la fois, on relaie à la fois des témoignages, et spécialement dans cette période de crise, comment des entreprises s'adaptent à la crise avec le numérique, et aussi un certain nombre d'informations. Et on soutient un MOOC qui va, pour lequel les inscriptions sont déjà ouvertes et qui démarrera en fait l'année prochaine au premier trimestre, je pense avant fin janvier, la première session démarrera, qui s'appelle Ma TPE à rendez-vous avec le numérique. Pareil, je pense que sur un outil de ce type-là, il y a un rôle de l'accompagnant pour amener ce MOOC à la TPE. Donc c'était voilà ce que j'avais noté. On a aussi un appel à projet donc de formation action qu'on va lancer normalement avant la fin de l'année. Et on soutient aussi des diagnostics numériques, en fait, les réseaux chambres de commerce, chambres des métiers, qui offrent qui permettent aux petites entreprises de bénéficier d'un diagnostic numérique avec un plan d'action. C'est quelque chose qui va démarrer aussi d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci Bénédicte. Tous ces outils dont vous nous parlez sont présents, on peut les consulter sur le site de la Direction générale des entreprises, parce qu'il y a vous avez parlé de beaucoup d'outils. On peut tous les retrouver. Alors c'est le site francenum.gouv.fr. francenum.gouv.fr. Parfait, merci beaucoup. Pour poursuivre sur l'accompagnement et l'organisation des différentes structures, hein, vous avez chacun des réseaux, que ce soit France Active, que ce soit l'ADI, la BGE, vous fonctionnez en réseau, et par rapport à justement l'organisation de vos structures en interne, là aussi c'est un challenge qui est quand même assez important. Comment fonctionnez-vous et quels outils avez-vous pu mettre en place pour justement faciliter l'organisation que vous avez vous-même en interne avec les créateurs? Je vais entendre Fanny de France Active pour savoir si on peut l'entendre. J'espère. Est-ce que vous m'entendez? Super. Oui. Il fallait sortir et revenir. Ben voilà. Bonjour à tous. Je peux commencer. Ok. Je vais peut-être dire d'abord un petit mot sur la digitalisation de France Active. On est un réseau associatif. On a d'abord été très tourné vers notre système de gestion, puisqu'on gère des prêts, on gère des garanties, on gère des fonds propres. Donc, on a été pendant très longtemps tourné sur notre système de gestion. On avait donc un système de gestion en front et en back-office, une pour gérer la relation avec l'entrepreneur, et l'autre, du coup, pour gérer les opérations financières, tout simplement, et le suivi de ces opérations financières dans le temps. Quand on a repensé, on s'est dit, bah tiens, il faut qu'on digitalise notre relation avec l'entrepreneur. On a réfléchi vraiment en pensant le parcours de l'entrepreneur, c'est-à-dire par quoi l'entrepreneur va être amené à passer en travaillant avec nous. Et c'est comme ça qu'on a vraiment pensé l'ensemble de la chaîne,
Et donc, on s'est dit, il passe par un accueil, par un accompagnement, une décision. On va mettre en place les opérations financières qu'on a décidées pour lui, et puis on va suivre ces opérations dans le temps. Donc, on a des grandes étapes, et ces étapes-là, on les gère peu ou prou dans nos outils de gestion, et on a besoin d'une interface avec l'entrepreneur pour être en dialogue sur l'ensemble de la chaîne et sur ce qu'il va vivre avec nous. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a repensé la digitalisation de la relation avec l'entrepreneur, et ça nous a fait bouger à la fois bien sûr dans notre posture de développement, mais aussi sur nos fonctions de gestion, puisqu'on a cherché à aller vraiment vers du gain sur la partie administrative pour arriver à dédier beaucoup plus de temps sur le conseil à l'entrepreneur. Et donc, cette plateforme, elle nous permet aujourd'hui de mettre à jour le dossier. Il peut poster un certain nombre de documents. On peut être en dialogue avec lui pendant tout l'accompagnement. On lui restitue l'ensemble d'éléments. On va être même en dialogue sur cette restitution-là. Il peut y avoir des pré-diagnostics qui permettent de préparer au rendez-vous en physique. Alors, même si en ce moment, on ne les tient pas en physique, mais en tout cas, les rendez-vous en physique qu'on est amené à faire. Et ce qu'on cherche aujourd'hui à avancer, c'est d'avoir des ressources qu'on puisse personnaliser en fonction du parcours de l'entrepreneur. Et un deuxième temps qui sera important pour nous pour 2021, ce sera effectivement la question de la connexion des entrepreneurs autour de la notion d'engagement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand on a tenté de me donner la parole. Voilà. Je ne sais pas si après j'embraye sur les questions d'organisation, mais peut-être, voilà, à vous de me dire. On va essayer, en tout cas, merci. Effectivement, la posture que vous avez prise chez France Digital pour bouger vous-même et du coup accompagner de façon beaucoup plus efficace les entrepreneurs. Si vous voulez, je vais vous redonner la parole tout à l'heure sur justement l'organisation interne. Patrick Brun, vous pour la BGE Picardie, comment vous fonctionnez en interne justement? Est-ce que vous aussi vous avez bougé, vous avez pivoté légèrement pour pouvoir faciliter les échanges avec les entrepreneurs? Bien sûr, évidemment, les outils digitaux apportent une certaine fluidité aussi dans les relations entre les conseillers et les entrepreneurs. Ça permet d'avoir un espace de travail unique avec des disponibilités de documents, des pièces administratives qui sont toujours toutes regroupées à un seul et même endroit et toujours disponibles. Donc ça, c'est bien pratique. On a une systématisation, on va dire, de la diversité justement des modalités sur un même parcours. On fait quand même toujours un petit peu de présentiel, même si c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Il y a le distanciel, le synchrone, l'asynchrone, de l'individuel, du collectif, du travail tutoré. Voilà, il y a des accès maintenant à des ressources quand je veux, d'où je veux. Et donc nous, on s'est bien sûr adapté à ça. C'est ce qui nous permet du coup une meilleure fluidité des relations, ce que je disais tout à l'heure avec les entrepreneurs. Et puis, il y a une mobilité sur les questions organisationnelles qui sont plus pratiques. C'est vrai qu'en termes de logistique, le fait de travailler, faire du télétravail à distance va régler certaines petites problématiques. Et ça permet aussi des fois de libérer du temps justement à des conseillers pour être beaucoup plus efficaces sur la partie accompagnement au niveau de nos entrepreneurs. Donc oui, effectivement, on a un petit peu muté, on a changé nos pratiques pour pouvoir s'adapter et profiter de l'outil digital. Voilà. Merci beaucoup Patrick Brun. Mathias Avignon, pour vous, de votre côté, au niveau de l'ADI, vous avez, je crois, pas mal d'outils que vous avez mis en place aussi pour permettre notamment des plateformes d'échange pour faciliter là aussi le travail avec les entrepreneurs. Tout à fait, oui. Alors, je rejoins pleinement ce que Patrick et Fanny viennent de dire, hein. Je pense que l'idée pour nous, réseau d'accompagnement, c'est comment le digital peut permettre de gagner du temps sur la partie administrative de traitement des dossiers d'accompagnement d'entrepreneurs qui est importante mais qui est assez peu qualitative. Et comment, grâce au digital, on gagne du temps là-dessus pour se consacrer à ce qui fait notre plus-value. En tout cas, on estime que c'est notre plus-value, c'est le temps de conseil, le temps d'accompagnement pour aider justement ces porteurs de projets. Donc l'idée, c'est bien que le digital serve cet objectif-là et non l'inverse. Et donc, c'est vrai que le confinement, le premier confinement nous a permis d'avancer assez rapidement, puisque voilà, donc à l'ADI,
on octroie des prêts. Et la signature électronique a pu se déployer, ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, ça demandait quelques spécificités techniques et juridiques, et grâce au confinement, entre guillemets, on n'a pas gâché cette crise et on a pu mettre ça en place, donc dorénavant, toutes les signatures de prêts d'actes de cautionnement à l'ADI peuvent se faire de manière électronique. Voilà, ce qui est un gain de temps, ça économise du papier, ça évite des erreurs, donc ça c'est vraiment intéressant. Et le deuxième exemple concret, effectivement, comme vous disiez, là c'est un travail qui est en cours. C'est une plateforme d'échange, pareil pour tous les documents administratifs, pour éviter des envois, des allers-retours, des photocopies, des erreurs. Voilà une plateforme où on peut échanger avec les porteurs de projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours pour qu'on puisse à chaque étape en fait avoir un échange, voilà comme disait tout à l'heure Patrick, hein, soit digital, soit physique, suivant le moment, suivant les besoins de la personne, qu'est-ce qui est le plus adapté. Voilà, pouvoir utiliser ces différents canaux au bon moment pour gagner du temps tout simplement, être plus efficace et mieux faire notre mission qui est d'accompagner les porteurs de projets. Merci Mathias. Fanny, de votre côté, je pense que chez France Active, vous avez aussi mis en place notamment des systèmes de dossiers individuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on est un petit peu différent en termes d'organisation que l'ADI, même si on est aussi passé à la signature électronique et ça a été aussi une étape pour nous. On est constitué d'un réseau décentralisé, donc de 42 associations qui sont affiliées à France Active. Et dans ce cadre-là, on a un sujet aussi de cohérence de l'ensemble du système d'information. Et effectivement, aujourd'hui, on va vers une JED mutualisée avec l'ensemble du réseau et pas plusieurs JED comme on peut avoir aujourd'hui qui posent pas mal de sujets. Et on a pas mal avancé sur tout un pan d'avancées type signature électronique. On a énormément réduit l'échec sur le paiement des commissions de prélèvement, notamment dû au confinement, qui était un gros sujet aussi très administratif pour nous. Je dirais que le travail qu'on est en train de faire nous permet de décloisonner d'une certaine façon nos applications et de fonctionner beaucoup plus ensemble et interconnectés autour de cette interface pour l'entrepreneur. Dernier sujet, et qui est aussi dû à notre réseau décentralisé. On cherche aujourd'hui à partager nos analyses de façon à ce qu'on gagne plus de temps sur les temps d'analyse qu'on peut avoir sur des dossiers. Quand on finance un même réseau associatif, par exemple, je pense à Réseau Cocagne, on a dû financer à peu près toutes les structures. Forcément, on va plus vite si on peut avoir un regard sur ces dossiers qu'on a déjà pu traiter. Voilà, donc ça, on avance sur les questions de compilation et d'analyse partagée pour le réseau. Merci beaucoup Fanny pour ces précisions. Alors, je me tourne de nouveau derrière les différents participants, derrière votre écran, pour vous poser à nouveau une question Klaxoon qui va apparaître sur votre écran. La question est, vous, de votre côté, quel autre outil utilisez-vous ? Alors, vous faites comme tout à l'heure, vous allez sur le site, vous scannez ou vous intégrez le petit code Klaxoon qui apparaît sur l'écran. Vous répondez à cette question. Donc, quels outils utilisez-vous de votre côté pour effectivement faciliter l'organisation de vos structures ? Donc, on va vous laisser quelques minutes pour répondre. Et ensuite, on aura encore un petit moment ensemble et on aura la chance d'avoir un petit plateau régional avec deux régions, la Bourgogne-Franche-Comté et PACA, qui vont pouvoir passer un petit peu de temps avec nous et vous poser également quelques questions sur vos expertises respectives. Alors, j'espère que vous avez réussi à vous connecter et que les premiers résultats arrivent. Donc, tous les outils que vous pouvez utiliser. Je pense que jusqu'à présent, on a eu, à travers les différents intervenants, on a eu énormément d'exemples d'outils qui peuvent être mis en œuvre, mis en avant et testés dans vos différents réseaux. Donc je pense qu'il y a déjà de quoi vous occuper un petit moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir les premiers résultats
de la question. Alors, donc, on a, ça change. On a différents réseaux, certains qu'on connaît plutôt bien. Zoom qui a effectivement quand même explosé depuis le début du confinement, hein, l'utilisation a vraiment explosé. Teams, vous connaissez effectivement tous ce système de visio Microsoft. Slack est un outil qui est effectivement très utilisé parce qu'il a aussi vocation à être gratuit pour une partie de son utilisation et qui permet c'est vraiment cette plateforme d'interconnexion en interne. Donc je vois que vous utilisez quand même beaucoup d'outils différents. Trello qui est un outil plus de suivi de projet. Voilà, ça change un petit peu. Des CRM, bien entendu, WhatsApp, qui reste quand même un incontournable sur les différents organisations hein, qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment Zoom arrive en tête sur les différents outils. C'est plus des outils, on va dire, liés à l'échange et à la communication. Hein. Donc, j'imagine que vous utilisez ces outils, que ce soit Zoom, Teams ou Slack, pour échanger en interne ou avec les entrepreneurs. Et entre vous également. Donc, on voit que ce sont toujours les mêmes outils qui reviennent, qui permettent à la fois d'échanger et de s'échanger des documents, des informations pour faciliter encore une fois l'organisation et le suivi des sujets et des projets, des dossiers, des entrepreneurs. Le digital, les outils qui sont présents ici dans ce mur dans ce nuage de mots, c'est vraiment ça, c'est vraiment des outils qui permettent d'aller plus vite et quelque part de remplacer un petit peu le côté physique des échanges qu'on peut avoir au quotidien. Alors merci pour ces réponses qui sont complémentaires aux différents outils que proposent nos intervenants. Sur justement cette différence entre le physique et ce qu'on appelle le présentiel aujourd'hui, pour le coup très français, mais qui n'est pas très joyeux, et par rapport au digital, en creux, comment justement, Mathias, vous envisagez cette relation digitale? Parce que en creux, on peut très bien se dire que puisque vous pivotez, vous prenez finalement un petit peu la mesure du digital et que vous voyez tous les effets positifs du digital, pourquoi conserver un réseau physique? Tout à fait, c'est une question qu'on peut se poser, puisque voilà, on pourrait s'imaginer tout faire en digital, recevoir les personnes, les accompagner, leur octroyer les prêts, les décaisser, assurer toute la vie du prêt. Ce serait sans doute un peu triste, mais surtout au-delà de ça, ce dont on s'est rendu compte notamment lors du confinement, et c'est vrai que c'est un sujet pour l'ADI parce que au-delà de notre métier d'accompagner la création d'entreprise, on a aussi un métier d'insertion, d'aller chercher les publics les plus exclus pour les aider voilà, à se révéler via la création d'entreprise. Et ce dont on s'est rendu compte, si je prends un exemple très précis, c'est celui des quartiers prioritaires de la ville, eh bien, on a eu une forte baisse des porteurs de projets issus de ces quartiers pendant et après le confinement. Et l'analyse qu'on a, elle est simple. Pourquoi? Eh ben parce qu'on se rend compte que ce public-là, qui est sans doute un peu plus exclu que les autres, à la fois géographiquement, socialement et sans doute dans la fracture numérique, eh bien, si on mène pas des actions proactives, physiques, pour aller à sa rencontre, pour dédramatiser la création d'entreprise, pour leur expliquer comment ça marche, pour aller tout simplement se faire connaître, et ben si voilà, si on fait plus d'actions là physiques, et ben ce public le plus exclu, on va dire, et bien les plus difficiles à toucher, et c'est bien le cœur de métier de l'ADI de les accompagner. Donc je pense que les deux en fait cohabitent, se complètent, et suivant la cible, suivant les besoins, et ben voilà, on adapte au mieux notre offre. Et donc voilà, je crois encore que notre réseau physique a une longue vie devant lui, en tout cas je l'espère.
Merci Mathias. Fanny, de votre côté, je pense qu'avec justement France Active, vous avez vraiment une action locale et rurale qui est assez importante. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler? Parce que on pourrait se passer de digital chez France Active, de présentiel et vraiment de physique chez France Active aujourd'hui? Non, moi je rejoins les propos de Mathias. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'aller chercher l'entrepreneur. On a besoin de créer une relation de confiance en fait avec l'entrepreneur. Et on pense que ça passe aussi par du présentiel. Et notre réflexion, elle pose aujourd'hui plus la question de ce mix entre accompagnement en partie en ligne ou préparation en ligne avec effectivement du temps de présentiel. On a un réseau effectivement assez actif en milieu urbain, mais aussi beaucoup en milieu rural, et on a pas mal de systèmes d'antenne ou de permanence en fait en milieu rural, et on voit qu'on a besoin d'être présent pour aller chercher les dossiers. Donc nous, notre sujet, c'est vraiment de créer cette confiance avec l'entrepreneur, aller le chercher, l'évaluer aussi, puisqu'on apporte une garantie. C'est aussi important qu'on puisse le rencontrer pour évaluer sa capacité entrepreneuriale. Voilà. Merci Fanny. Patrick, de votre côté, à la BGE, vous aussi, vous êtes persuadé qu'il faut conserver les deux, que le digital ne peut pas prendre toute la place? Bah oui, tout à fait, hein, je rejoins Mathias et Fanny parce que il y a déjà une problématique qui est fonction du public, hein, tout le monde n'est pas prêt à passer au digital, que ce soit en termes de compétences ou en termes de matériel. Euh, il y a des investissements donc, qui sont toujours importants à mettre en place pour le présentiel. Donc le digital est un très bon outil, mais il a aussi tendance à chanter ce qu'on appelle la communication verbale. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Quand on est en train de se parler comme ça, on se voit soi-même à l'écran. Donc tout le monde n'est pas forcément aussi à l'aise avec les présentations sur le digital qui peut perturber un petit peu l'essence de chacun. Et puis le digital, il peut aussi faire abstraction vraiment de la partie territoriale. C'est-à-dire qu'on peut se connecter vraiment d'où l'on veut. Et pour faire un bon accompagnement, il est vraiment important d'accompagner le porteur de projet avec une bonne connaissance du territoire et du marché. C'est-à-dire qu'avoir la maîtrise pour l'accompagnant ou le formateur des ressources locales, que ce soit les différentes aides, les mises en réseau, les institutions locales, et avoir une très bonne appréhension de l'écosystème local est quelque chose de primordial dans l'accompagnement. C'est ce qui peut être perdu des fois avec un peu avec le digital où on peut toucher tout le monde d'un peu partout. Et c'est cette proximité territoriale que l'on a doit, selon nous, être couplée au digital. Et on l'a vu hein, justement en retour d'expérience, hein, avec on a plus de 1000 conseillers qui sont dans plus de 530 villes sur le territoire. Et on voit bien que cette relation vient vraiment compléter le digital. C'est vraiment important pour nous. Merci beaucoup Patrick. Alors Christine Balaguer, je reviens vers vous justement par rapport à tout ce qui a été dit par les différents intervenants jusqu'à présent. Comment vous pouvez vous en tirer quelle conclusion entre les outils, j'en tire quatre principales conclusions. Je pense que aujourd'hui, c'est une période charnière pour les entrepreneurs. Déjà, il y a un contexte, ça a été évoqué, de crise où tout le monde a dû se digitaliser rapidement. Et donc, probablement que le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure et tous ces outils, ce sont des outils aussi auxquels les entrepreneurs ont été obligés de se confronter et de se former assez rapidement ces derniers temps. Donc, le digital prend une place considérable aujourd'hui dans la gestion des TPE-PME, mais en même temps, donc, on doit toujours convaincre effectivement les TPE-PME du bénéfice du digital, et elles doivent passer maintenant à la pratique. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est la richesse de l'accompagnement, hein, et donc beaucoup de chance aussi pour ces entrepreneurs d'avoir, on l'a vu, des différents intervenants, des réseaux, le site donc France Num, la BGE, l'ADI, etc. Tout un tas d'outils à leur disposition. Donc je pense que le premier élément, c'est que dans cette période charnière, hein, les entrepreneurs peuvent quand même et sont très aidés avec beaucoup de choses à leur disposition. Deuxième élément que je relève dans tout ce qui a été dit, c'est l'hybridation. Et ça, c'est général au numérique. On s'aperçoit que
le tout numérique n'a pas de sens et le tout humain aujourd'hui est limité lorsqu'on veut développer une entreprise. Donc, on est dans des systèmes hybrides et ce qui marche, c'est à la fois le présentiel. Aujourd'hui, on est un peu plus le distanciel, on est un peu plus en distanciel qu'en présentiel, mais que le présentiel est indispensable et donc dès que ça sera la fin du confinement et qu'on pourra le faire, effectivement, il faut des systèmes hybrides et donc il y en a plein qui ont été évoqués, hein, les tuteurs, effectivement, des rendez-vous physiques et nous, on le voit bien avec nos étudiants, on fait du distanciel, mais les étudiants, ils ont aussi besoin de cours en présentiel. Troisième élément que je veux quand même ajouter à tout ce qui a été dit. Moi, je fais partie de l'Institut Mines Télécom Business School, c'est un institut de formation. Et qu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'instituts de formation. Nous, on est toujours en train de développer des programmes spécialisés pour les TPE-PME pour la transformation digitale, qui sont des programmes très courts pour tenir compte du fait que les entreprises n'ont pas beaucoup de temps, qui sont sur une journée, 2 jours, et qui permettent donc vraiment d'acquérir des compétences. Je rappelle aussi peut-être un autre outil qui peut servir les entrepreneurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a développé une plateforme qui s'appelle FUN, F-U-N, disponible en ligne, dans lequel il y a énormément de MOOC qui sont gratuits. Et c'est une chance en France d'avoir tous ces MOOC gratuits développés par des institutions d'enseignement supérieur. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter ces MOOC. Hein, ça va de comment je peux faire du leadership, comme comment je peux optimiser mes réunions, jusqu'à des choses très, très techniques. Comment connaître un peu mieux l'intelligence artificielle, par exemple. Et enfin, le dernier élément aussi, pour compléter tout le panorama qui a été dit jusqu'à présent, il se trouve que je suis très impliquée chez Cap Digital, qui est un pôle de compétitivité. Je suis au conseil d'administration et j'y travaille depuis longtemps. Il y a aussi les pôles de compétitivité qu'il ne faut pas oublier. Souvent, les TPE, PME n'ont pas le réflexe de se tourner vers ces pôles. Ce sont des pôles qui peuvent aider les TPE-PME à trouver des partenaires et à trouver des financements pour leurs projets, pour leur développement. Et donc, il ne faut pas hésiter. Il y a Cap Digital, mais il y en a dans toutes les régions. Voilà. Merci beaucoup, Christine Balaguet, pour cette conclusion et ces nouveaux outils, ces nouvelles plateformes qui vont être utiles aux entrepreneurs. On va tout de suite passer la parole, je vais passer la parole au plateau régional, puisque nous avons avec nous la région Bourgogne-Franche-Comté avec, alors je reprends mes petites notes, le directeur d'initiative Nice Côte d'Azur, Marc Chakoura, qui est présent avec nous. Alors attendez, c'est d'abord Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. On a donc avec nous, pardon, excusez-moi, on a Monsieur Germain, directeur adjoint de l'ADI Bourgogne-Franche-Comté, et Inda Méry, qui est en charge du CITELAB Grand Besançon. Donc je vous laisse la parole et je vous laisse intervenir directement auprès de nos experts. Inda, souhaites-tu commencer? Eh ben, j'y vais. J'avais une petite question, là, surtout concernant les. Je voulais savoir s'il existait des subventions pour aider les entreprises à la digitalisation, excusez-moi. Qui veut répondre? Alors, je sais pas. Alors, je ne sais pas si on peut parler c'est Christine Balaguet, de subventions en tant que telles. En tout cas, il y a beaucoup de projets financés. Et donc, les entreprises, encore une fois, peuvent soumettre des projets. Alors, ce n'est pas toujours simple de trouver tous les appels à projets et d'écrire des réponses à ces appels à projets, mais en tout cas, il y a des appels à projets qui peuvent permettre aux entreprises de trouver des fonds pour financer cette transition. Merci. Alors, on peut peut-être ajouter qu'il y a un certain nombre de régions qui ont des chèques numériques qui sont vraiment ciblés sur la digitalisation des entreprises.
Côté France Num, on a une garantie de prêt France Num qui doit permettre au réseau bancaire de proposer des prêts France Num pour des petites entreprises et faciliter le prêt à des petites entreprises qui ont des projets d'un montant de relativement faible montant. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place en début d'année prochaine. Et puis il y a aussi un certain nombre d'annonces du côté de Bercy pour le soutien, notamment des commerces qui sont fermés administrativement. Merci. Alors, Jean-Yves Germont, donc moi je travaille à l'ADI en Bourgogne-Franche-Comté. Alors je vais avoir une question sur un peu de prospective. Selon vous, quels sont les chantiers sur lesquels, en termes de développement numérique, les entreprises vont être amenées à travailler? Donc les chantiers du numérique pour demain. Et puis une question plus terre à terre. Si j'étais un service RH, qu'est-ce que je devrais proposer comme service, comme formation à mes salariés en termes de développement numérique? Parce qu'on a tous vu, et merci pour toutes les interventions qu'on a eues, hein, on voit bien que tout le monde se forme, on a des outils qui sont développés en interne pour de la gestion de prêt, pour du suivi de la relation client, ainsi de suite. Mais si je veux coller aux besoins des entrepreneurs, quels sont les efforts en termes de formation que moi, service RH, je dois proposer à mes salariés? En quoi je dois les former? Donc deux questions. Le développement du numérique pour demain et derrière en termes de RH sur la formation, les secteurs à travailler. Je peux dire juste un mot rapide. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Pix. Moi, qui me semble un outil assez intéressant pour en fait les compétences numériques des salariés. Voilà, je vous invite à aller le regarder. C'est utilisé déjà dans un certain nombre d'organisations pour piloter la montée en compétences dans le numérique. Et en termes de prospective, je pense qu'il y a tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et peut-être aussi du cloud qui me semblent être des points d'attention. Patrick Je passe la parole. Patrick Brun, pour ces sujets de formation, est-ce que vous pouvez nous préciser quelques points également? Oui, tout à fait. Alors pour répondre à la première question sur les chantiers du numérique que doit faire un entrepreneur, c'est déjà de réajuster sa stratégie par rapport aux modifications qu'on a vues avec le numérique. On voit bien que les marchés changent, que tout le monde passe de plus en plus au numérique. Des gens se sont aperçus qu'on pouvait faire plein de choses finalement avec le numérique. Donc déjà, l'entrepreneur doit regarder où il en est du numérique par rapport à sa stratégie et puis adapter par rapport aux besoins de la clientèle qui va tourner petit à petit un peu plus vers la digitalisation. Et puis, en termes de formation RH, tout dépend comment l'entreprise veut travailler à terme. Si on dit que le télétravail se développe de plus en plus, il va falloir regarder les formations, les différents outils, comme on a vu tout à l'heure avec le nuage de mots, choisir comment on va faire travailler ses salariés, comment on va réorganiser l'entreprise face à la nouvelle stratégie et face à la montée en puissance des outils digitaux qui peuvent être très intéressants. Merci. Moi, je veux bien. Oui, Christine. Oui, je veux bien intervenir sur les deux sujets. Sur le premier sujet, sur le développement numérique de demain, lisez quand même le plan de relance. Dans le plan de relance, il y a sur le numérique, il y a une partie dédiée au numérique et il y a tous les grands sujets de demain qui peuvent quand même vous montrer quels sont les grands sujets numériques de demain. Dans ces sujets, il y a aussi la question de développer du numérique responsable, ça veut dire avec faible impact environnemental en particulier, qui est un sujet. Et enfin, concernant très rapidement les sujets RH, de mon point de vue, il y en a deux aujourd'hui. Il y a l'utilisation de LinkedIn, qui pour les TPE-PME peut être extrêmement pertinente, à la fois d'ailleurs pour les ressources humaines, bien entendu, mais aussi pour rechercher du chiffre d'affaires à faible coût. Et de plus en plus, évidemment, des algorithmes d'intelligence artificielle pour le recrutement. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment sur la cible TPE-PME que ça soit pertinent, mais il y a beaucoup de solutions autour de ces sujets. Merci beaucoup, Christine. Merci aux deux intervenants de la région Bourgogne
confrontés. On va passer à la région PACA avec Audrey Leboeuf qui est chargée du développement de l'Union des couveuses. Bonjour. Bonjour. Et Marc Chaktoura, créateur d'initiative Nice Côte d'Azur. Bon, je vous laisse une question à nos experts. Bonjour. Audrey, tu veux y aller? Oui, j'y vais en premier. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tous. Donc, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est dit sur l'hybridation entre le présentiel et le distanciel. Ça porte un nom d'ailleurs. Ça s'appelle la digitalisation et c'est finalement ce moyen de mélanger le physique et le digital. Et justement, dans cette optique-là, en fait, on a parfois l'impression de dépersonnaliser le service, alors que le monde digital est censé effectivement de nous amener vers plus de personnalisation de services parce qu'on consulte finalement les différents services digitaux via notre propre ordinateur. Mais finalement, on rentre de quelque chose qui est un peu humain à travers tout ça. Donc, ma question pour nos différents intervenants, c'est où est cette partie humaine-là? Parce que nous, évidemment, dans les couveuses entreprises de l'Union régionale des couveuses entreprises de la région Sud, on y a pensé et on continue effectivement à personnaliser notre service. Voilà, c'est à vous. Lequel veut répondre en premier à Audrey? Je veux bien. Fanny. Alors, où est l'humanisation? C'est ce qu'on disait tout à l'heure à plusieurs reprises. La digitalisation, c'est une chose, mais elle ne peut se faire correctement qu'avec l'accompagnement physique, on va dire, et le vrai présentiel. Ça va être vraiment un outil en plus de ce qui existe aujourd'hui, qui va fluidifier, qui va permettre tout un tas de pratiques différentes, mais ça ne doit en rien retirer toute la relation humaine et le côté justement humain qu'il va y avoir à chaque fois avec les différents intervenants. Donc c'est vraiment important de garder les deux, et c'est pas la digitalisation va pas remplacer ce que faisait un conseiller face à un entrepreneur. C'est vraiment un outil supplémentaire et on doit surtout pas se cacher derrière le digital. C'est pour ça que l'accompagnement est vraiment, vraiment important. Merci Patrick. Mathias, est-ce que vous voulez compléter la réponse de Patrick? Compléter la question, si je l'ai bien compris, c'était où est la partie humaine. Alors je pense que dans nos métiers, elle disparaît pas. Le digital n'empêche pas ça. Et j'en vois un exemple très concret de ce matin où j'ai discuté avec un conseiller de l'ADI qui venait d'accorder une aide à un entrepreneur en difficulté suite au confinement. Tout le dossier s'était fait de manière digitale, donc il s'était jamais vu physiquement. Et ça n'a pas empêché que la personne, dès qu'elle a reçu l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone, elle a appelé le conseiller, ils ont discuté, la personne était très contente. Ils ont passé un bon moment au téléphone tous les deux, il m'a raconté ça juste après. Et on sentait, et chez le conseiller, et aussi on devinait chez l'entrepreneur qui est accompagné, ce contact humain qui s'était fait, même si c'était jamais vu. Donc voilà, je pense qu'au-delà de tout ce traitement un peu digital des dossiers, il reste un contact entre un entrepreneur et la personne qui l'accompagne. Et ça, avec du digital, même avec le digital, je veux dire, ça reste et c'est ce qui fait un peu l'essence de notre métier. Merci Mathias. Marc Chaktoura de Nice Côte d'Azur, vous avez une question également? Tout à fait, merci. Merci pour tous ces échanges, ces riches échanges. Alors, peut-être remettre un petit peu le contexte. Alors, sur Nice, par exemple, on est une dizaine de salariés, donc une dizaine j'ai envie de dire, de personnes ressources auprès des entrepreneurs, parce qu'on est quelque part des couteaux suisses. C'est important qu'on puisse à la fois les aiguiller et surtout avec tout ce que, par exemple, Christine Balaguer a dit sur tous les réseaux sociaux, tout ce que Bénédicte a dit effectivement sur la transition digitale, il y a plein d'éléments et donc du coup il faut qu'on soit un petit peu agile, et c'est grâce aussi au modèle de notre réseau où quand on a 190 bénévoles dans notre association, on a toutes les expertises qu'on peut pour mener les ateliers, aider les entrepreneurs à aller un petit peu plus loin, à se professionnaliser. Par contre, j'ai une grosse préoccupation à un public qui ne peut pas nous voir parce que la marche devient de plus en plus haute. Il y a une vraie rupture qui se fait. On s'est battu pour des inégalités sur l'entrepreneuriat féminin, sur les inégalités dans les quartiers. Aujourd'hui, on a une nouvelle rupture
qu'on voit. Donc les entreprises, malheureusement, on le voit, la marche, elle est de plus en plus haute. Et comment attraper ce public, malgré ce que Mathias a dit sur la présence physique, hein, quelque part, comment est-ce qu'on peut aider des entrepreneurs qui partent de beaucoup plus loin cette fois-ci, qui veulent quand même se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'on n'arrive même plus à capter maintenant? Je peux... Je veux bien... Ah oui, d'accord. Pardon. J'y vais. Déjà, je salue Marc. On a déjà sévi ensemble à l'époque où il était à Saint-Martin et moi en Guadeloupe, donc je suis content de le revoir ici sur le plateau, même si c'est en digital. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense que la réponse, c'est que ça demande du temps et des moyens. Là, on a un projet qui s'est lancé assez récemment pour l'ADI en Île-de-France, qui s'appelle Tremplin, qui est destiné à aller chercher les informels, parce que voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent de manière informelle, alors pas illégale évidemment, mais sans être déclarés de manière informelle, et donc il y a un vrai travail pour aller chercher ces gens-là, leur démontrer la plus-value d'être immatriculé. Et ça, pour ce faire, je pense que ça demande effectivement des moyens, donc on a pu avoir des moyens supplémentaires de la part de l'État et du Conseil régional pour tout simplement des personnes qui sont sur le terrain, qui passent du temps. Je pense que si on veut se donner les moyens de lutter contre ce que tu décrivais, là, cette rupture, je pense que ça nécessite du temps humain. Et donc, il y a des projets qui sont dans ce projet Tremplin, là, qui se développe aussi dans les Outre-mer pour justement aller à la recherche de ces travailleurs en informel qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Merci Mathias. Peut-être pour compléter, nous on travaille effectivement sur un parcours qui ne soit pas digital, de façon à ce qu'on puisse continuer d'accompagner tout le monde. Et peut-être pour réagir à la question précédente, j'avais un enseignant qui avait dit un jour la question RH aujourd'hui, elle doit être réfléchie en termes de ressources humaines et aussi de la place des machines en fait. Et quelque part, le DRH devrait piloter aussi où se situent les machines dans les moyens. Et je trouvais que cette réflexion-là, elle est intéressante parce que elle pose bien la question de notre plus-value. Et je pense que, en tout cas, nous, on aborde la numérisation aujourd'hui pour nous recentrer là où notre plus-value, elle peut être la plus importante, c'est-à-dire vraiment sur le conseil et l'accompagnement de l'entrepreneur. Et du coup, on voit le numérique comme un appui à ce travail en présentiel. Voilà, c'était pour compléter les propos. Merci beaucoup à tous. On est obligé de conclure cet atelier. Je vous remercie à tous pour votre participation. Les échanges ont été, je pense, très fructueux et vont nous permettre de poser de nouvelles bases aussi pour les différents réseaux. Merci à tous, merci à BPI pour l'organisation de cet atelier et cette journée de création, de biocréation d'entreprises. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur le replay. Merci beaucoup.